abonnez-vous, de s'abonner massivement à TV. Bagaga sika, ba théâtre sika, na ndenga poto. Hey, chaîne ya kamboko. Awa, bo s'abonner. Nyonso ko likoza pe na posa moi spot na yo, yo bingaka na numéro s'afficher, to salela yo ango. Ngai moko franco na bango na koti makambo. Esi bino to sabo. Pesa mutu conseil ya mabete, mais ele kande mulaite. Ele ka mulaite. Abonnez-vous massivement. Na ndenga poto awa nde. Dans cette histoire captivante, suivez Kémy, une jeune fille qui conclut un dangereux accord avec un mystérieux serpent pour sauver son père extraterrestre. Aux prises avec la culpabilité et la peur, Kémy doit faire face aux conséquences de ses choix et aux secrets qui menacent de déchirer sa famille. Il était une fois dans un village appelé Idar, un endroit où les collines s'étirent sur le ciel et où les ruisseaux sont clairs et frais, Kémy, une jeune et jolie fille à la fin de l'adolescence. Le père de Kémy était maraîcher. Sa mère vendait ses légumes au marché, et son jeune frère, Rotimi, passait ses journées à courir après les chèvres dans les champs. La vie était dure, mais il s'en sortait jusqu'au jour où les choses ont pris une mauvaise tournure, son père tombant malade. Au début, ce n'était qu'une fièvre, mais la situation s'est aggravée. Sa respiration est devenue difficile et sa peau a brûlé comme du feu. Il n'avait pas d'argent pour acheter des médicaments, et les herbes que sa mère utilisait ne le guérissaient pas. Kémy voit son père perdre ses forces et son cœur s'alourdit de jour en jour. Un soir, après avoir été chercher de l'eau au ruisseau, Kémy s'assit au bord de l'eau. Le soleil se couche, peignant le ciel de rose et d'orange doux. Elle posa le lourd pot d'eau à côté d'elle et se mit à pleurer. Ses larmes tombèrent dans le ruisseau, se mêlant à l'eau qui coulait. Elle chanta une chanson triste, une chanson que sa mère avait l'habitude de chanter quand les temps étaient durs. Sa voix était douce, mais la douleur qu'elle exprimait était claire. Elle pleura et chanta jusqu'à ce qu'il fasse assez sombre et que les étoiles apparaissent dans le ciel, et finalement, l'épuisement l'emporta. Elle s'endormit sous l'arbre près du ruisseau. Lorsqu'il fit complètement noir, quelque chose de froid et de lisse effleura sa peau. Kémy se réveilla en sursaut. Un serpent glissait sur son corps, ses écailles scintillant à la lumière du soleil. Elle a crié et s'est levée d'un bond, s'éloignant de quelques pas en courant, le cœur battant dans sa poitrine. Mais elle se rendit compte qu'elle avait laissé son pot à eau près du ruisseau. Comme il était tard et que sa famille avait besoin d'eau, elle se força à y retourner. Alors qu'elle s'approchait du pot, une voix douce l'arrêta. « N'aie pas peur, dit la voix. » Kémy se figea et regarda autour d'elle. Elle ne vit personne. « Descends ici, dit encore la voix. » Ses yeux se posèrent sur le serpent. Il la regardait, et elle réalisa avec stupeur que c'était le serpent qui parlait. « Tu peux parler ?» demanda Kémy, la voix tremblante. « Oui, » répondit le serpent. « Je m'appelle Ir. Je t'ai entendu pleurer et je voulais t'aider. » Kémy était trop choquée pour bouger. Elle n'avait jamais entendu parler d'un serpent qui pouvait parler. « De l'aide ? Comment un serpent peut-il m'aider ? » Elle était toujours accroupie près de l'eau. « J'ai entendu ta chanson, et j'ai ressenti ta tristesse. » dit-elle, la voix calme et douce. « Je me sens seule depuis longtemps. Je ne demande que ta compagnie. Si tu chantes pour moi chaque fois que tu viens chercher de l'eau, je te donnerai quelque chose en retour. » Kémy fixe le serpent, ne sachant que dire. « Que peux-tu me donner ?» demanda-t-elle finalement. Ir se rapprocha et posa une petite calebasse à côté d'elle. « Chaque fois que tu chanteras pour moi, tu trouveras cette calebasse remplie d'argent quand tu rentreras chez toi. » Kémy sentit sa poitrine se serrer. De l'argent. Ils avaient besoin d'argent pour les médicaments de son père, mais pouvait-elle vraiment faire confiance à un serpent ? Elle se leva rapidement, secouant la tête. « Je ne veux pas de ton argent, » dit-elle, la voix tremblante. Elle ramasse son pot et se dépêche de rentrer chez elle. Ce soir-là, lorsque Kémy arrive chez elle, elle constate que l'état de son père s'est aggravé. Sa respiration était superficielle et il pouvait à peine ouvrir les yeux. Sa mère était assise à ses côtés, l'air plus fatigué que jamais. Kémy sait alors qu'ils ont besoin d'argent de toute urgence, sinon ils le perdront. Le lendemain, le cœur lourd,
Kémy retourna au ruisseau. Après être allée chercher de l'eau, elle s'assit à nouveau sous l'arbre. Elle ferma les yeux, respira profondément et commença à chanter la même chanson triste. Sa voix flottait sur l'eau et elle entendit bientôt le bruissement des feuilles. Ir sortit de l'ombre. « Tu es revenu, dit le serpent, l'air presque content. J'ai besoin d'argent, dit Kémy à voix basse. Ses yeux sont fixés sur le sol à la recherche des médicaments de mon père. Ir hocha lentement la tête. Alors prends la calebasse, dit-il. Elle sera pleine quand tu reviendras à la maison. Kémy prit la calebasse et rentra chez elle, le cœur battant. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle faillit crier. La petite calebasse était pleine d'argent, assez pour payer les médicaments de son père et plus encore. Ses mains tremblent lorsqu'elle explique à sa mère qu'elle a trouvé un emploi de servante auprès de la reine. Sa mère l'a crue, avec l'argent, elles ont acheté les médicaments dont son père avait besoin. Sa santé s'améliore lentement et, pour la première fois depuis des semaines, il y a de l'espoir dans leur foyer. Mais les visites au ruisseau se poursuivent. Chaque jour, après avoir été chercher de l'eau, Kémy s'assoit sous l'arbre et chante pour air, et chaque soir, lorsqu'elle rentre à la maison, la calèche est remplie d'argent. Sa famille a cessé de poser des questions, mais elle se demande comment elle a pu trouver un si bon travail. Un jour, cependant, la santé de son père s'est soudainement détériorée. Il était plus malade que jamais et les médicaments dont il disposait ne suffisaient plus. Il en fallait plus, et vite. Le lendemain soir, Kémy se rendit au ruisseau, le cœur lourd d'inquiétude. Après avoir chanté, Ir émergea comme d'habitude, ses yeux l'observant attentivement. Kémy avala difficilement et dit « J'ai besoin de plus d'argent. La santé de mon père s'aggrave. » Ir resta silencieuse un moment. Puis elle prit la parole « Je peux te donner plus, mais pour cela, tu dois faire quelque chose pour moi. » Kémy fronce les sourcils « Que veux-tu » Le serpent se rapprocha, ses yeux brillaient dans la lumière du soleil. « Tu dois me laisser dormir avec toi, » dit-il, la voix douce mais ferme. Le cœur de Kémy s'est arrêté. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle pensait qu'ils étaient amis. Comment pouvait-il lui demander cela? Elle était vierge et l'idée de coucher avec un serpent la terrifiait. Elle secoua la tête, incapable de parler. « Je ne peux pas, murmura-t-elle. Mais elle pensa alors à son père, malade à la maison, qui luttait pour respirer. Elle n'avait pas d'autre choix. Son père avait besoin de cet argent, et sans lui, il mourrait. Les larmes aux yeux, elle acquiesce, je vais le faire. Ir retourna dans l'ombre et, lorsqu'elle revint, elle donna à Kémy une plus grande calebasse. Demain soir, dit-elle, revenez et nous scellerons notre accord. La nuit suivante, Kémy se prépara. Elle se rendit au ruisseau, les jambes tremblantes. Elle s'assit sous l'arbre, attendant la tombée de la nuit. La nuit venue, Iris apparut, le corps long et élancé. Lentement, il se glissa entre ses jambes et Kémy serra les poings, se mordant la lèvre pour ne pas crier point c'était douloureux, et des larmes coulaient sur ses joues tandis que le serpent s'enroulait autour d'elle. Lorsque ce fut terminé, Kémy rassembla ses vêtements et courut jusqu'à la maison, pleurant tout le long du chemin. La grande calebasse l'attendait, pleine d'argent, mais cette fois-ci, le prix lui paraissait beaucoup trop élevé. Kémy pleura tout le long du chemin qui la ramenait chez elle ce soir-là. Elle se sent honteuse et sale. Elle avait fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé faire. Et pourquoi faire? Pour de l'argent. La vie de son père. Mais la culpabilité lui pesait et les larmes ne s'arrêtaient pas. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, sa mère était assise dehors en train d'éplucher des ignames pour le dîner. « Kémy, tu vas bien ?» demande sa mère, le visage marqué par l'inquiétude. « Je vais bien, maman » dit Kémy en forçant un sourire. Elle ne voulait pas inquiéter sa mère plus qu'elle ne l'était déjà. « J'ai juste eu une longue journée. » Elle se glissa dans sa chambre et s'allongea sur son tapis, se recroquevillant sur elle-même. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle ne cessait de penser à ce qui s'était passé au bord du ruisseau, à Eri le serpent, et à la façon dont elle l'avait laissé profiter d'elle. La santé de son père s'améliorait, mais à quel prix? Elle se sentait prise au piège, comme si elle avait vendu son âme pour une poignée de pièces. Les jours se sont transformés en semaines et son père s'est amélioré. Il pouvait à nouveau marcher et ses forces revenaient. La famille de Kémy était heureuse,
mais pas elle. Chaque soir, elle se rendait au ruisseau, chantait pour Eri, et s'allongeait avec chaque fois qu'il était plus difficile de cacher sa douleur. L'argent continuait à arriver, mais elle s'en fichait. Elle voulait juste que ça s'arrête. Un soir, après une autre nuit douloureuse avec le serpent, Camille lui dit « Je n'ai plus besoin de ton argent. Mon père se porte bien. Nous devons nous arrêter. » Les yeux froids d'Iris l'observent. « Si nous nous arrêtons, ton père retombera malade, dit simplement le serpent. Le cœur de Camille se serre. Mais il est en bonne santé maintenant, protesta-t-elle. Il n'a plus besoin de rien. Si tu ne viens plus me voir, il retombera malade. Répéta Iris, d'une voix calme mais sans appel. Camille avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle n'avait pas le choix. Si elle s'arrêtait, son père souffrirait. Cette nuit-là, elle pleura pendant des heures au bord du ruisseau, se demandant dans quoi elle s'était embarquée. Elle avait cru que le marché sauverait sa famille, mais maintenant, il lui semblait que c'était une malédiction. Les semaines passèrent et Camille continua à aller au ruisseau tous les soirs. Elle chantait pour Eri et le serpent se glissait entre ses jambes, froid et lourd. Chaque fois, elle avait mal, mais elle continuait à y aller à cause de son père. Mais une nuit, tout a changé. Son petit frère Rotimi avait remarqué sa tristesse. Il était petit mais intelligent, et il avait toujours admiré sa grande sœur. Ce soir-là, il l'entend pleurer dans sa chambre. Il a frappé à sa porte. « Ma sœur. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Rotimi, sa petite voix pleine d'inquiétude. « Rien, Rotimi. » dit Camille en essuyant ses larmes. « Va te coucher. » Mais Rotimi n'était pas convaincu. Il pouvait voir la tristesse dans ses yeux et il savait que quelque chose n'allait pas. Le lendemain soir, il décida de la suivre. Il ne l'a dit à personne, pas même à leur mère. Il regarda Camille quitter la maison avec son pot d'eau, puis il la suivit discrètement à travers les arbres, sans la voir. Camille ne l'a pas remarqué. Elle marcha jusqu'au ruisseau comme d'habitude, posa son pot et s'assit sous l'arbre. Rotimi s'accroupit derrière un gros rocher, jetant un coup d'œil à l'extérieur pour voir ce que faisait sa sœur. Khalil commença à chanter, d'une voix douce et triste. C'était la même chanson qu'elle chantait toujours lorsqu'elle était contrariée. La même que celle que leur mère avait l'habitude de chanter. Rotimi l'observa attentivement, mais rien ne semblait anormal. Peut-être qu'elle était juste triste. Peut-être que c'était tout. Mais alors que le soleil commençait à se coucher et que le ciel s'assombrissait, Rotimi entendit Camille parler. « S'il te plaît, dit Camille, la voix basse. Vas-y doucement ce soir. Je suis fatiguée. » Rotimi fronce les sourcils. À qui parlait-elle? Il jeta un coup d'œil autour du rocher, les yeux écarquillés de curiosité. C'est alors qu'il le vit. Un long serpent vert foncé sortait des buissons et se dirigeait vers Camille. Le cœur de Rotimi battit dans sa poitrine tandis qu'il regardait, figé sur place. Camille n'avait pas l'air effrayée. Elle était assise, les jambes légèrement ouvertes et le serpent rampait entre elles, son corps s'enroulant autour d'elle. Rotimi n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Sa sœur laissait un serpent se faufiler entre ses jambes. Il ne pouvait plus se taire. Il cria, un cri fort et perçant qui résonna dans les arbres. Camille se leva d'un bond. Surpris, le serpent siffla et se glissa rapidement dans les buissons, disparaissant dans l'ombre. Le cœur de Camille s'emballa et elle regarda autour d'elle. Ses yeux se posèrent sur Rotimi qui la fixait avec des yeux écarquillés et terrifiés. « Rotimi !» cria Camille, la voix tremblante. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Le visage de Rotimi est pâle. « Qu'est-ce que tu faisais ?»« Qu'est-ce que tu faisais ?» demande-t-il, sa voix est à peine un murmure. Il tremblait, les yeux encore écarquillés par la peur. Camille avait l'impression qu'elle allait s'évanouir. Elle ne savait pas quoi dire. Comment expliquer cela? Comment dire à son petit frère qu'elle avait couché avec un serpent pour de l'argent? Rotimi, écoute-moi, dit-elle en s'avançant vers lui, les mains tremblantes, je peux t'expliquer. Mais Rotimi n'attendit pas la suite. Il a tourné les talons et s'est mis à courir, ses petits pieds soulevant la poussière pendant qu'il rentrait chez lui. Camille se tenait là, figée, des larmes coulant sur son visage.
Elle avait gardé ce secret pendant si longtemps, mais maintenant il était révélé. Au fur et à mesure que son secret se dévoile, Kémy doit faire face à des conséquences inimaginables. Détendez-vous et appréciez. Lorsque Rotimi est rentré chez lui ce soir-là, il était à bout de souffle. Heureusement, ses parents ne l'ont pas vu entrer en courant dans la maison et ne lui ont donc pas demandé ce qui n'allait pas. Il est allé directement dans sa chambre et s'est allongé sur son lit en regardant le plafond. Il n'était qu'un garçon, mais même à son jeune âge, il savait que ce que Kémy avait fait était grave. Il avait vu quelque chose que personne ne devrait jamais voir. Il pensa à en parler à ses parents, mais il avait peur. Il comprenait les conséquences de la révélation du secret de Kémy. Il resta donc là, à attendre le retour de Kémy. Quand Kémy est enfin rentrée, son visage était encore humide de pleurs. Elle ne s'est même pas arrêtée pour saluer quelqu'un. Elle se rendit directement dans la chambre de Rotimi et s'agenouilla près de son lit. Elle n'a pas pu retenir ses larmes en le suppliant, « S'il te plaît, Rotimi » a murmuré Kémy, « tu dois garder le secret. » Je ne voulais pas le faire. Je l'ai fait pour sauver papa. Rotimi se redresse et la regarde, le visage grave. Il ne dit rien pendant un long moment. Il écoutait. Kémy lui a tout expliqué, le serpent, l'argent, la maladie de leur père. Elle lui a dit combien elle avait peur, combien elle se sentait piégée. Finalement, Rotimi soupira et accepta de garder le secret, mais à une condition. « Je me tairai, dit-il, mais seulement si je peux venir avec toi. Chaque fois que tu iras au ruisseau, je te suivrai. Je veux m'assurer que rien de mal n'arrive à nouveau. » Kémy essuie ses larmes et acquiesce. Elle ne voulait pas qu'il vienne, mais elle n'avait pas le choix. Cette nuit-là, elle alla dans sa chambre et pleura. Elle pleura jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes. Alors qu'elle s'asseyait sur son lit, elle ressentit une vive douleur à l'estomac, comme si quelque chose se tordait à l'intérieur d'elle. Elle haleta, serrant son ventre, mais la douleur disparut aussi vite qu'elle était apparue. Épuisée, elle s'allonge et s'endort. Les semaines passèrent et Kémy cessa de se rendre au ruisseau pour rencontrer Iré. Elle se contentait d'aller chercher de l'eau et de rentrer chez elle. Elle ne chantait pas. Elle ne vit pas le serpent. Elle ne prit plus d'argent. Pendant un certain temps, la vie est calme. Mais un jour, la santé de leur père a recommencé à décliner. Cette fois, il est si malade que Kémy craint qu'il ne meure. Elle n'avait pas reçu d'argent du serpent, et le peu qu'ils avaient économisé était presque épuisé. Un soir, alors que son père gisait, pâle et faible, sur sa natte, Kémy s'assit dans sa chambre et se prit la tête dans les mains. Elle était remplie d'inquiétude et de culpabilité. Que doit-elle faire maintenant? Le serpent l'avait prévenue que si elle cessait de dormir avec lui, son père retomberait malade. Elle s'était arrêtée, et maintenant cela se produisait. Elle ne sait pas quoi faire. Finalement, elle appela Rotimi dans sa chambre et lui expliqua tout à nouveau. Elle lui dit que l'état de leur père s'aggravait et qu'elle craignait que ce soit parce qu'elle avait cessé d'aller au ruisseau. Rotimi écoutait en silence. Rotimi la regarde et dit, « Il faut le dire à maman. » Le cœur de Kémy s'effondre. « Non, Rotimi. S'il te plaît, supplia-t-elle. Nous ne pouvons pas le dire à maman. Elle ne comprendrait pas. » Mais avant que Kémy ne puisse l'arrêter, Rotimi s'élança hors de la pièce. « Maman, maman !» cria-t-il en courant vers la chambre de leur mère. Kémy le suivit, mais il était trop tard. Leur mère était assise à côté de leur père, l'éventant doucement quand Rotimi a fait irruption. « Maman, Kémy dort avec un serpent » a-t-il lancé. Leur mère a cessé de s'éventer. Ses yeux s'écarquillent et elle se tourne lentement vers Rotimi. « Qu'est-ce que tu viens de dire » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Kémy dort avec un serpent » répéta Rotimi. Chaque fois qu'elle va au ruisseau, le serpent lui donne de l'argent. C'est comme ça qu'elle paie les médicaments de papa. L'éventail glisse des mains de leur mère et tombe sur le sol. Kémy, debout sur le seuil de la porte, a l'impression que le sol s'est ouvert sous elle. Elle était figée sur place, se sentant trahie par son propre frère. Elle voulait le nier, mentir, mais elle ne pouvait pas. La vérité était là. Elle éclata en sanglots et s'effondra sur le sol. Alors qu'elle pleurait, la douleur aiguë revint dans son estomac, plus forte qu'avant. Elle se tordit et s'enroula à l'intérieur d'elle,
la faisant crier. Leur mère se précipita à ses côtés, le visage pâle de peur. « Kémy, que se passe-t-il » cria-t-elle, mais Kémy ne pouvait pas répondre. Elle ne pouvait que crier. Rotimi est resté figé, regardant sa sœur. Même leur père, qui était resté inconscient, s'agita sur sa natte. Tout le monde regarde avec horreur un serpent, long et lisse, sortir d'entre les jambes de Kémy. Kémy, malgré sa douleur, s'est baissée et a attrapé le serpent à deux mains. Elle le sortit en utilisant toutes les forces qui lui restaient. La douleur était insupportable, et dans un dernier souffle, elle s'effondra sur le sol. Kémy était morte. Rotimi, tremblant de rage et de peur, saisit le pilon posé à côté de lui et l'abattit sur la tête du serpent, l'écrasant. Le serpent tressaillit, puis s'immobilisa. Leur mère hurle en tenant le corps inanimé de Kémy. Rotimi se tenait là, le visage pâle et les mains tremblantes. Ils n'arrivent pas à croire ce qui vient de se passer. Plus tard dans la soirée, ils ont rapporté l'affaire au roi du village. Le village est en état de choc. Le roi décida de tendre un piège au serpent, Ir. Le lendemain, la mère de Kémy se rendit au ruisseau, accompagnée de quelques gardes du roi. Elle s'assit au bord de l'eau et les gardes du roi se cachèrent derrière les arbres, attendant avec des rondins de bois et des machettes. La mère de Kémy commença à chanter, sa voix était pleine de douleur. C'était la même chanson que Kémy avait l'habitude de chanter, et comme auparavant, elle attira le serpent. Ir est sorti des buissons, son long corps se déplaçant vers le son. Mais lorsqu'elle vit la mère de Kémy, elle s'arrêta. « Tu n'es pas Kémy, » dit le serpent. « Pourquoi chantes-tu sa chanson ?» La mère de Kémy se leva, les yeux pleins de larmes. « Je suis la mère de Kémy, » dit-elle, la voix brisée. « Vous avez détruit la vie de ma fille. Aujourd'hui, vous allez payer. » Avant qu'Er ne puisse réagir, les gardes du roi sortirent de leur cachette. Ils encerclèrent le serpent et commencèrent à le frapper avec de lourdes bûches et des machettes tranchantes. Le serpent grimace et tente de s'échapper, mais rien n'y fait. Les gardes le frappèrent jusqu'à ce qu'il reste immobile sur le sol, sa vie ayant été anéantie. Cette nuit-là, le corps du serpent a été brûlé pour que tout le monde puisse le voir. Alors que les flammes s'élevaient dans le ciel nocturne, de nombreuses autres filles se sont présentées, avouant qu'elles aussi avaient été visitées par le serpent. Elles s'étaient tues par peur et par honte, mais la mort de Kémy leur avait donné le courage de parler. C'était un jour de deuil dans le village. Kémy avait perdu la vie en essayant de sauver son père, mais elle avait aussi sauvé beaucoup d'autres personnes en dénonçant le serpent. Sans elle, le mal aurait continué et d'autres filles innocentes seraient tombées dans le piège du serpent. En fin de compte, le palais a pris en charge le traitement du père de Kémy et s'est assuré que la famille était soignée, mais rien ne pouvait combler le vide que la mort de Kémy avait laissé derrière elle. Le village ne l'oubliera jamais. Que pensez-vous de cette histoire pleine d'émotions ? Pensez-vous que Rotimi a eu raison de parler de sa sœur ou qu'il aurait dû se taire ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, vivait un jeune homme séduisant nommé Joseph, fils de Madame Alice, une femme d'affaires prospère qui avait perdu son mari peu avant sa naissance. Dès son arrivée au monde, Joseph devint l'enfant roi de Madame Alice, sa source de réconfort dans une vie marquée par la perte. La maison de Madame Alice était un grand manoir situé dans le quartier exclusif de Bastos. Les murs étaient décorés d'œuvres d'art coûteuses, et chaque pièce était garnie de meubles importés. C'est dans ce cadre luxueux que Joseph grandit, n'ayant jamais manqué de rien. En grandissant, il devint évident que l'amour de Madame Alice pour son fils n'avait pas de limite. Tout ce que Joseph désirait, il l'obtenait. À l'âge de 5 ans, il fit une scène dans un magasin de jouets, exigeant la dernière console de jeux vidéo. « Maman, je veux ça, je le veux maintenant !» cria Joseph, le visage rouge de colère. Les autres clients le regardèrent avec désapprobation. Mais Madame Alice, souriante, répondit « Bien sûr, mon chéri, tout pour toi. » Elle se tourna vers le propriétaire du magasin, visiblement choqué, et ajouta « Nous en prendrons 2, un pour sa chambre et un pour le salon. »
Ce schéma se répéta tout au long de l'enfance de Joseph. Chaque fois qu'il commettait une erreur, Madame Alice le minimisait, déclarant fièrement « Mon fils a toujours raison ». Ce soutien indéfectible, né de l'amour, allait préparer le terrain pour une série d'événements qui bouleverseraient leur vie. Quand Joseph eut 7 ans, sa mère se remaria avec M. Thompson, un homme d'affaires qui avait fait fortune dans l'exportation du cacao. Très vite, la famille s'agrandit et Madame Alice mit au monde 4 autres enfants. M. Thompson était connu pour être un homme très strict dans l'éducation de ses enfants. Convaincu que le succès social reposait sur des fondations solides, il croyait fermement qu'une éducation de base réussie était la clé d'une vie accomplie. Il avait accueilli Joseph comme son fils et essayait de l'éduquer comme tel, mais il faisait face au caractère surprotecteur et permissif de Madame Alice. Un jour, alors que Joseph avait 10 ans, la famille se retrouvait dans le somptueux salon pour le dîner de Noël. Les décorations de Noël scintillaient et l'odeur des plats délicats emplissait l'air. Joseph, impatient et animé, exigea l'attention de sa mère. « Maman, je veux aller au parc Saint-Anastasie la semaine prochaine. Réserve les billets tout de suite », ordonna-t-il d'une voix autoritaire, sans même prêter attention aux autres membres de la famille qui échangeaient des sourires gênés. Madame Alice, avec son sourire chaleureux, se tourna vers son fils et répondit avec tendresse « Bien sûr, mon prince, je vais faire les réservations immédiatement. » Joseph, satisfait, quitta la pièce d'un pas léger, tandis que l'air de fête s'assombrissait un peu autour de la table. Monsieur Thompson ne put s'empêcher de commenter. « Alice, tu es en train de gâter ce garçon, » dit-il, sa voix empreinte de préoccupation. Le sourire de Madame Alice disparut, laissant place à une expression défensive. « Que veux-tu dire ? » « Je montre simplement à mon fils combien je l'aime. » L'amour ne consiste pas à donner à un enfant tout ce qu'il souhaite, reprit M. Thompson, sa voix douce mais ferme. Il s'agit de lui apprendre la distinction entre le bien et le mal, de le préparer à la vie réelle. La vie réelle ? Répliqua Madame Alice avec mépris. Joseph n'aura jamais à se soucier de la vie réelle. J'ai veillé à cela. Elle croisa les bras, sa posture exprimant une défense de son fils que rien ne pouvait ébranler. M. Thompson secoua la tête, triste de la situation. « Alice, écoute-moi. Il faudrait être moins permissif envers ce garçon. Il faut être ferme avec lui. Et pense aussi à tes autres enfants. Tu donnes toute l'attention à Joseph au point de négliger les autres. Ils ont aussi besoin de toi. » La colère commença à monter en Alice. « Tu n'as pas à comparer Joseph aux autres. Les autres t'ont toi, mais Joseph, lui, n'a pas de père. » s'exclama-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Monsieur Thompson, un brin désarmé par cette déclaration, rétorqua « Mais j'essaye d'être un père pour lui, Alice. Mais tu ne m'en laisses pas l'occasion. » Le dîner se poursuivit dans un silence lourd, sous le regard triste des autres enfants. Ils savaient que cette dispute n'était pas nouvelle, mais ce soir-là, elle semblait plus aiguë que jamais. Au fur et à mesure que Joseph grandissait, une animosité croissante s'installait entre lui et ses autres frères et sœurs. D'un enfant gâté, il était devenu un adolescent possessif et souvent violent. Chaque fois que l'attention ne lui était pas entièrement consacrée, il devenait agressif, arrachait les jouets des mains de ses frères et sœurs et ne se gênait pas pour les frapper. Ses actes étaient souvent empreints d'un mélange de frustration et de colère, comme s'il devait constamment prouver qu'il était le centre de l'univers familial. Madame Alice, quant à elle, observait cette dynamique avec des yeux aveugles. Elle trouvait toujours des excuses à son fils chéri, croyant sincèrement qu'il était victime de la jalousie de ses frères et sœurs. « Ils ne comprennent pas à quel point il est spécial », disait-elle souvent, minimisant le comportement de Joseph.
Chaque fois qu'un incident se produisait, elle balayait les préoccupations de M. Thompson d'un geste de la main, convaincue que Joseph ne faisait que défendre son territoire. La situation perdurait ainsi, se détériorant peu à peu. Toute tentative de M. Thompson pour remettre Joseph sur le droit chemin se heurtait à une résistance farouche de la part de Madame Alice. Elle voyait chaque réprimande comme une attaque contre son fils et, par extension, contre elle-même. Elle se leva souvent pour défendre Joseph, criant à l'injustice de sa situation. Monsieur Thompson, désespéré par cette impasse, choisissait de garder le silence. Il se sentait désarmé, incapable d'intervenir sans provoquer une confrontation avec sa femme. Puis, un jour, Monsieur Thompson commença à remarquer un comportement étrange chez Joseph. En plus de devenir de plus en plus impulsif, Joseph semblait également léthargique, traînant les pieds et ayant du mal à se concentrer. Il avait un air fatigué. Monsieur Thompson, préoccupé par ce changement, décida de mener sa petite enquête. Au fil des jours, Monsieur Thompson observa discrètement Joseph et remarqua des interactions suspectes avec des groupes d'adolescents du quartier. Il prêta attention aux allées et venues de son fils, et au fur et à mesure de ses découvertes, une réalité troublante s'imposa à lui. Joseph se livrait à la consommation de stupéfiants. Chaque fois qu'il rentrait à la maison, l'odeur d'une substance étrangère planait autour de lui. Et ses comportements agressifs semblaient être un moyen de cacher son état. Déterminé à aborder la situation de manière constructive, M. Thompson réunit la mère d'Alice, ainsi que les frères et sœurs d'Alice qui étaient de passage en ville, pour discuter de ses inquiétudes. Il espérait qu'une perspective extérieure pourrait aider à convaincre Alice de la gravité de la situation. Lorsqu'il aborda le sujet avec elle, Madame Alice, fidèle à son habitude, prit immédiatement le parti de son fils. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» s'exclama-t-elle, son regard se durcissant. « Joseph est juste un adolescent en pleine rébellion. C'est normal. » La mère d'Alice, un visage empreint de sagesse et de préoccupation, tenta de faire retrouver la raison à sa fille, mais rien n'y fit. Madame Alice secoua la tête, obstinée. « Vous ne comprenez pas, » dit-elle, sa voix empreinte d'une colère protectrice. « Joseph est spécial. Il traverse juste une phase. Chaque adolescent a besoin de sa liberté. » Les frères et sœurs d'Alice, qui depuis des lustres avaient attiré l'attention de leur mère sur les comportements de Joseph, tentèrent d'intervenir à leur tour. Ils partageaient leurs propres expériences et inquiétudes, mais c'était peine perdue. La discussion devint de plus en plus chaotique, chacun essayant de faire entendre son point de vue. Mais le mur de protection qu'Alice avait érigé autour de son fils restait impénétrable. Monsieur Thompson, prenant une profonde inspiration pour contrôler sa colère, rétorqua « Non, ce n'est pas normal. J'ai voulu éduquer cet enfant avec des valeurs, et tu t'y es toujours opposé. Mais maintenant, je refuse d'avoir un drogué chez moi. Je ne veux pas de cette influence négative pour mes autres enfants. Ils ont besoin d'un exemple, pas d'un frère qui les entraîne dans les ténèbres. » Il poursuivit, un ton de détermination dans sa voix. « Regarde, Joseph a maintenant 18 ans. Il a obtenu son baccalauréat. C'est un adulte maintenant, et il est temps qu'il prenne ses responsabilités. Je pense qu'il serait bénéfique pour lui de recevoir une aide médicale. Cela pourrait l'aider à gérer ses frustrations et à traiter cette addiction. » Madame Alice se figea, ses yeux s'écarquillant sous le choc de cette suggestion. « Aide médicale. Tu veux dire un traitement ?» Sa voix tremblait, trahissant son inquiétude. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que cela signifierait admettre que son fils avait besoin d'aide, quelque chose qu'elle avait toujours refusé de considérer. « Non, mon fils n'est pas un drogué, » s'exclama-t-elle, la voix pleine de colère et de désespoir. « Tu ne l'as jamais aimé comme moi.
Tu n'as jamais compris qui il est vraiment. Monsieur Thompson, désespéré de ne pouvoir ramener sa femme à la raison, s'affala sur le canapé, le regard perdu dans le vide. Il comprit que c'était peine perdue. Les mots qu'il avait soigneusement choisis semblaient glisser sur elle comme de l'eau sur des plumes. Il se sentait abattu, comme si une immense muraille l'empêchait d'atteindre la femme qu'il avait épousée, celle qui avait partagé ses rêves et ses espoirs. Les frères et sœurs d'Alice, rassemblés dans le salon, tentèrent en vain de faire entendre leur voix. Ils prenaient la parole à tour de rôle, exposant leurs inquiétudes, partageant des anecdotes et des exemples du comportement de Joseph. Mais Madame Alice, les bras croisés et le regard déterminé, défendait bec et ongles son fils chéri. À partir de ce jour, la vie de couple de M. Thompson et d'Alice se détériorait. Un silence s'était installé entre eux. M. Thompson évitait de se mêler des affaires de Joseph et se concentrait uniquement sur ses autres enfants. L'ambiance à la maison était devenue morose. Pour essayer d'oublier cette situation, M. Thompson se réfugiait dans la maison de campagne qu'il avait construite dans son immense plantation de cacao. Parfois, il y amenait ses enfants. Loin de l'atmosphère tendue de la maison et des exigences incessantes de Joseph, ils cherchaient tous à se retrouver. Joseph, de son côté, continuait ses frasques en ville. Il était régulièrement aperçu en compagnie de dealers, traînant dans les ruelles sombres et fréquentant des lieux peu recommandables. Les voisins en parlaient à voix basse, échappant des regards inquiets et des murmures désapprobateurs. Tout le monde était au courant de ses agissements, mais la seule personne qui semblait ignorer la réalité était Madame Alice. Joseph dérobait tout ce qui lui passait par la main pour s'offrir sa dose de stupéfiants. Il subtilisait de l'argent dans le portefeuille de sa mère, empruntait des objets de valeur dans la maison qu'il revendait à des amis peu scrupuleux. Les demandes d'argent s'accumulaient. Chaque jour, il trouvait de nouvelles excuses pour soutirer de l'argent à sa mère. Qu'il prétende avoir besoin de fonds pour un projet scolaire ou pour une sortie entre amis, Madame Alice, avec sa bienveillance maladive, n'hésitait jamais à le couvrir, convaincue qu'il traversait une période difficile. Elle refusait de voir les signes évidents de la déchéance de son fils. En peu de temps, la transformation de son fils était choquante. Tout le monde le remarquait. Ses camarades de classe, ses voisins, même les commerçants du quartier s'échangeaient des anecdotes sur son comportement. « Tu as vu Joseph ?» disait-il. « Il n'est plus le même. » Mais Madame Alice, dans sa bulle de déni, persistait à ignorer ces avertissements. Pour elle, son fils était simplement un adolescent en pleine crise d'identité, un jeune homme en quête de sa place dans le monde. Un jour, M. Thompson, ayant remarqué des disparitions incessantes de plusieurs de ses objets de valeur, décida de changer toutes les serrures de la maison. Madame Alice était en mission de travail et il profita de son absence pour sécuriser leur domicile. Il remplaça toutes les serrures, pensant qu'il serait ainsi possible de protéger sa famille et de mettre un terme aux vols répétés. De retour de ses nombreuses villégiatures, Joseph trouva un jour toutes les portes fermées. Il ressentait un besoin urgent, une envie pressante de sa dose de stupéfiants. Malheureusement, il n'avait pas d'argent sur lui pour s'en procurer. Dans un état de désespoir, il chercha un moyen d'obtenir de l'argent rapidement. L'idée de prendre un objet dans la maison pour l'échanger contre de la drogue lui traversa l'esprit, mais en constatant la sécurité des lieux, sa frustration atteignit son paroxysme. Il se mit dans une colère noire, hurlant de désespoir et de frustration, sa voix résonnant dans l'air silencieux. Ne sachant plus quoi faire, il se dirigea vers chez sa grand-mère Nanny, la mère de Madame Alice, qui vivait dans un quartier voisin. Nanny avait souvent dépanné Joseph par le passé,
même lorsque ses comportements étaient problématiques. Mais cette fois-ci, lorsqu'il arriva chez elle, il sentit dès l'entrée que quelque chose avait changé. Nanny, le regard plein de tristesse, l'accueillit avec un soupir. « Mon petit-fils, regarde ce que tu es devenu, » lui dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Tu dois arrêter cette vie. Tu dois te faire aider. » Joseph, désespéré, supplia sa grand-mère de lui donner un peu d'argent. « S'il te plaît, Nanny, juste un petit peu, je te promets que ce sera la dernière fois. J'en ai besoin, » implora-t-il, son visage marqué par l'angoisse. Mais Nanny, avec une détermination inébranlable, refusa catégoriquement. « Non, Joseph, il n'est plus question pour moi d'encourager ta déchéance, » répondit-elle, son cœur se serrant à la vue de son petit-fils dans cet état. « J'ai vu trop de choses à cause de cette addiction. Je ne peux pas te donner d'argent. Tu dois chercher de l'aide, vraiment. » Joseph, accablé par le refus de sa grand-mère, se mit dans une colère noire. L'angoisse et le désespoir qu'il ressentait se transformèrent en rage. Dans un acte de violence désespérée, il saisit Nanny par le cou, la plaçant sur le canapé, et tenta de l'étouffer avec un coussin. La grand-mère, horrifiée, se débattit, mais face à la force physique de Joseph, elle ne pouvait rien faire. Dans un ultime effort pour se défendre, elle cria et tenta de se libérer, mais sa force s'évanouit peu à peu. Ce jour-là, Nanny perdit la vie, victime de la colère de son petit-fils. Joseph fouilla rapidement son porte-monnaie, prenant tout l'argent qu'il y avait. Il la dépouilla de ses objets de valeur, montres, bijoux, téléphones. La rage l'animant, l'adrénaline le poussant à agir sans réfléchir. En un instant, il sortit en hâte de la maison. Les voisins de Nanny, qui virent Joseph sortir, ne se doutaient pas de ce qui venait juste d'avoir eu lieu. Ils le saluèrent distraitement, mais aucun d'eux ne pouvait imaginer l'horreur qui venait de se dérouler à l'intérieur de cette maison apparemment ordinaire. 2 jours passèrent après l'incident. Une nuit, l'un des voisins de Nanny rentra chez lui après une longue journée de travail. En passant devant la maison de la vieille dame, il remarqua que la porte était légèrement entr'ouverte. Cela attira son attention, car cela faisait 2 jours qu'il n'avait pas vu Nanny. Inquiet, il s'approcha de la porte et appela « Nanny, tu es là ?» Le silence qui suivit ne fit qu'accroître son inquiétude. Il attendit un moment, mais personne ne répondit. Poussé par un instinct pressant, il décida de pousser la porte et entra dans la maison. Ce qu'il découvrit alors le figea sur place. Nanny gisait là, sur le canapé, la bouche ouverte et les yeux entr'ouverts, figée dans une expression d'horreur et de douleur. C'était un choc terrible. Cette nuit-là, les Thompson furent réveillés en sursaut par le bruit strident du téléphone. Madame Alice, déjà de retour de sa mission, décrocha, l'esprit encore embrumé par le sommeil. À l'autre bout du fil, une voix tremblante annonça l'horreur. Nanny avait été retrouvée morte dans sa maison. La nouvelle fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Monsieur Thompson, à ses côtés, se leva immédiatement, inquiet et choqué. Il vit le visage de sa femme blêmir sous l'effet du choc. « Quoi, Nanny? Non, ça ne peut pas être vrai !» cria-t-elle, les larmes aux yeux. Sans perdre une seconde, ils se précipitèrent tous les deux vers le quartier de Nanny, le cœur lourd et l'esprit en proie à une agitation intense. Arrivés sur place, ils furent accueillis par une foule de voisins rassemblés, leurs visages marqués par l'inquiétude et la tristesse. Les murmures et les larmes emplissaient l'air, et une atmosphère de chagrin pesant pesait sur les épaules de tous ceux qui étaient présents. Monsieur Thompson et Madame Alice avancèrent avec appréhension vers la maison, leur cœur battant la chamade. En entrant, ils furent frappés par l'odeur de désespoir qui régnait dans la pièce. La scène qui s'offrit à leurs yeux était déchirante. Nanny,
leur chère grand-mère reposait là, sans vie, victime d'un acte de violence inexplicable. La police, ayant été alertée plus tôt, arriva rapidement sur les lieux, escortée par des sirènes stridentes qui déchiraient le silence pesant de la nuit. Les agents, visiblement expérimentés, commencèrent à prendre le contrôle de la scène, dégageant le corps de Nani avec soin et respect. Cependant, au milieu de la foule, des chuchotements commencèrent à se répandre comme une traînée de poudre. Certains parlaient d'un cambriolage, évoquant les objets de valeur qui avaient disparu, tandis que d'autres suggéraient qu'il s'agissait d'une crise cardiaque due à un stress intense. Les théories se succédaient, chacun essayant de rationaliser l'horreur qu'il venait de découvrir. Alors que les officiers de police interrogeaient les voisins, l'un d'eux, visiblement troublé, se souvint qu'il avait vu Joseph, le petit-fils de Nani, sortir en hâte de la maison quelques jours avant l'incident. Cette révélation fit l'effet d'une bombe. Les murmures s'intensifièrent et les regards se tournèrent vers Madame Alice, qui se tenait là, figée, son cœur battant à tout rompre. « Quoi ? Joseph ? S'exclama-t-elle, sa voix tremblante de colère et d'incrédulité. Elle s'avança, le regard fixant le voisin avec une intensité brûlante. « Comment oses-tu dire cela ? C'est ridicule. »« Mais je l'ai vu, madame, » insista le voisin, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Il était très agité et il est sorti précipitamment. Je pensais que cela valait la peine d'être mentionné. » Furieuse, Madame Alice interrompit le voisin, le visage déformé par l'indignation. « Si tu continues à répandre ces mensonges, je porterai plainte pour diffamation. » s'écria-t-elle, sa voix résonnant à travers la foule. Elle ne pouvait pas croire que, dans ce moment de tragédie, quelqu'un puisse insinuer que son fils était impliqué. Madame Alice arrivera-t-elle enfin à voir le vrai visage de son fils? Jusqu'où ira l'addiction de Joseph? Découvrons cela dans le 2e épisode. Mais avant, chers téléspectateurs, nous vous prions de vous abonner, de nous laisser un like. Et surtout, dites-nous depuis quel pays vous nous regardez. Aussi, si vous souhaitez soutenir notre travail, vous pouvez nous faire un don via le lien dans la description. Cela nous permet de motiver nos équipes et de vous fournir plus de contenu riche en leçons de vie. À bientôt et que Dieu vous protège.